J'invite maintenant Maarten Roels de la coopérative Terre en Vue à nous faire une petite présentation sur les enjeux de l'agriculture et en particulier sur le terme du renouvellement des générations. Merci Maarten. Donc bonjour à toutes et à tous, moi c'est Maarten Roels de la coopérative Terre en Vue. Nous avons aussi une ASBL, une fondation, donc le mouvement, on va dire Terre en Vue, qui en fait facilite l'accès à la terre en Belgique francophone. Vous l'avez compris que je ne suis pas francophone d'origine, donc vous allez m'excuser à la fois mon accent et mes amis flamands qui produisent donc trop de lisier, comme j'ai compris avec les graphiques qu'on a vus avant. Mais je ne suis pas là pour parler de cette question-là. Je suis plutôt là pour parler de renouvellement des générations. Mais avant ça, j'explique quand même en quelques mots qu'est-ce que c'est Terre en Vue. Ça permettra peut-être de mieux comprendre. Donc on va prendre un petit peu plus de hauteur. Donc on va suivre le trajet des alouettes. On prend un peu de hauteur pour regarder les champs d'eau. Terre en Vue a été créée en 2012 suite au constat que depuis une quinzaine d'années, il y avait 43 fermes par semaine qui disparaissaient. En réalité, ce qui se passait, c'est que les plus petites exploitations étaient de plus en plus reprises depuis les années 80, 70-80 du siècle passé, par les plus grandes exploitations. Donc on a vu une augmentation de la surface agricole utilisée par ferme et une diminution du nombre d'agriculteurs qui s'occupent des terres. Et donc, un des constats aussi, c'était l'augmentation des prix des terres qui limitait en effet très fortement l'accès à la terre pour les jeunes qui voulaient reprendre les fermes. Alors, un troisième constat, et celui-là, il est plus au centre de ce que je vous explique aujourd'hui, c'est l'âge moyen des agriculteurs partout en Europe qui est de 55 ans. Et donc en Belgique, c'est pareil. Mais c'est un élément important dans le sens où aujourd'hui, on a, on va dire, une dizaine d'années pour réfléchir à comment créer vraiment une nouvelle génération qui peut reprendre les fermes en agroécologie ou les fermes tout court en Belgique. Alors, oui. Alors ici, juste quelques chiffres autour de ce constat de l'âge moyen. En fait, ce qu'on constate dans la première graphique, c'est très général, mais c'est très important, c'est qu'en fait, de plus qu'on regarde des fermes de petite taille, de plus qu'on va retrouver l'âge de l'agriculteur qui s'en occupe augmenter. Donc en fait, il y a un lien direct entre la taille aujourd'hui, la taille des fermes et l'âge de l'agriculteur qui s'en occupe. Ce que ça veut dire, c'est que dans les années qui viennent, on va avoir de plus en plus de fermes de taille humaine qui disparaissent comparées à des grandes fermes. Bon, c'est typiquement lié à ce que je vous expliquais avant, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de grandes fermes qui prennent de plus en plus de terres appartenant précédemment aux petites ou moyennes exploitations. Alors, c'est intéressant aussi de voir la tendance globale de la disparition des fermes. C'est donc en effet surtout les exploitations de taille moyenne qui disparaissent. Et c'est intéressant de faire le lien avec les présentations, dont notamment que Damien a fait avant, mais aussi d'autres, où on voit que la biodiversité descend graduellement quand on augmente, quand on regarde des fermes de plus en plus grandes. Ce qui ne veut pas dire que toutes les fermes qui ont une taille supérieure à 50 hectares représentent des fermes qui ont moins de biodiversité. Il y a aussi beaucoup de fermes de cette taille-là qui essayent justement d'aménager différemment avec le bocage, avec différents types d'interventions dont on en a vu plusieurs, pour justement augmenter la biodiversité. Donc je ne suis pas là pour dire il faut supprimer les grandes fermes et garder que les petites, mais je vous montre un constat, une évolution objective de la disparition de fermes de petites et de fermes de taille moyenne. Alors ici, on voit simplement que si on permet ces fermes de petite et de moyenne taille de disparaître, qu'en fait, il y a aussi toute une diversité de typologies de fermes qui disparaissent et qu'on va vers
une spécialisation de production et vers un moins grand nombre de types de fermes qui peuvent se développer, ce qui touche directement à la résilience de notre agriculteur et à la souveraineté alimentaire dans notre pays. Alors, pour rentrer encore plus dans la matière de la question des reprises, l'objectif que Terre en Vue s'est donné aujourd'hui, c'est de s'assurer que les fermes qui sont aujourd'hui en agriculture biologique, en permaculture, en agroécologie surtout, qu'au moins ceux-là, qu'on puisse les soutenir. Et comment on les soutient? Tout d'abord, notre premier levier, c'est de faire en sorte que les fermes qui sont dans cette mouvance et qui ont des risques de perdre leur lien au sol, c'est-à-dire leurs propriétaires auxquels ils ont un bail, décèdent ou vend et que du coup il y a une risque de perdre des terres, que nous on puisse intervenir si l'agriculteur en a besoin en achetant les terres pour lui, en les mettant en location à long terme selon les taux de fermage des bois fermes. Alors, comment on le fait? L'argent entre dans la coopérative Terre en Vue via des citoyens qui prennent des parts. Actuellement, depuis quelques années que nous existons, c'est depuis 2012, donc nous avons rassemblé 2 millions d'euros et nous avons pu intervenir dans une quinzaine de fermes avec actuellement une propriété de 75 hectares. Alors, ça reste très anecdotique, on peut dire, parce que voilà, il y a beaucoup plus de surface agricole. Nous avons aussi choisi de se développer doucement, de d'abord regarder comment nos interventions fonctionnent. On a créé, on va dire, un trajectoire modèle d'intervention. Et actuellement, je pense que nous avons suffisamment d'expérience pour pouvoir aller plus loin. Et donc voilà. Ici, la question donc, de la reprise des fermes, c'est une réalité que 75% des agriculteurs n'ont soit pas de repreneur ou ne savent pas s'il va y avoir un repreneur ou pas. Et ça, c'était une situation avec l'âge moyen de 55 ans, des agriculteurs quand même assez interpellants. Ça veut dire une installation pour 4 arrêts. Ça, c'est une réalité que nous avons appris via des études faites par l'Université de Gembloux. Mais néanmoins aussi une émergence de ce qu'on peut appeler des néo-agriculteurs, c'est-à-dire des agriculteurs qui ne sont pas issus du monde agricole. Heureusement, il y en a aussi des agriculteurs qui reprennent la ferme de leurs parents, ce qu'on appelle donc une succession intrafamiliale, mais il y a aussi de plus en plus de reprises extrafamiliales. C'est une catégorie d'agriculteurs, on pourra dire, assez particulière dans le sens où c'est souvent des gens qui ont déjà un travail non agricole. C'est souvent des personnes qui n'ont pas forcément les moyens nécessaires pour reprendre une ferme en entier, parce qu'on sait tous que reprendre des terres et des bâtiments, que ça représente un capital énorme, avec des grands risques. Et justement, ces néo-agriculteurs sont typiquement des personnes qui ne souhaitent pas prendre trop de risques et ont souvent aussi peur de s'engager dans l'élevage bovin, vont plutôt vers l'ovin, les caprins, ou même pas d'élevage, et plutôt du maraîchage pour limiter les risques d'investissement. Et alors là, il faut se poser des questions. Comment coupler le besoin des fermes qui sont en phase de transmission et la volonté d'une toute nouvelle génération qui a peut-être d'autres compétences, d'autres capacités et d'autres volontés. Ce qu'on constate aussi, c'est que c'est typiquement aussi des entrepreneurs qui vont plus se lier aux citoyens, qui vont travailler en circuit court et certainement aussi pour limiter les risques de l'investissement et de chercher des contrats comme les AMAP et les GAZAP le font. Alors, le grand frein qu'on constate ici pour le démarrage de fermes en reprise, c'est l'accès à la terre. C'est le fait que soit les terres sont excessivement chères et le deviennent de plus en plus, soit parce que les terres sont occupées, il y a déjà des baux et que c'est très difficile de négocier, de les libérer. Alors, je pense que la chose la plus intéressante et importante aujourd'hui, c'est vraiment de se rendre compte, quand on a autour de 55 ans, de se dire, OK, si j'organise ma succession
quand j'ai 65 ans qu'en fait c'est trop tard et que s'appliquera le scénario habituel que c'est le fermier d'à côté qui va reprendre toutes les terres et qu'en fait il y a encore une opportunité d'une nouvelle installation ou d'une continuité d'une ferme existante qu'on perde. Et donc j'invite vraiment chacun à réfléchir à cette question sans se dire voilà il faut que j'organise ma succession dans 1 ou 2 ans. En fait, autour de 55 ans, c'est presque le dernier moment de se dire comment je peux augmenter la transmissibilité de ma ferme. Où est-ce que je dois investir pour que le repreneur va se dire tiens, ici on a un outil intéressant à reprendre. Certes, avec un certain coût, mais j'ai certaines garanties aussi au niveau de la rentabilité. Donc c'est un âge en fait crucial pour cette question. Sachez aussi que Terre en Vue est intéressé par toute ferme qui s'inscrit dans la logique d'agroécologie d'intervenir si besoin pour garantir justement la continuité, peut-être en proposant aussi d'intégrer de nouveaux éléments, genre dans une ferme qui est axée uniquement sur l'élevage, d'intégrer un pôle maraîchage ou transformation pour justement diversifier, augmenter la rentabilité et potentiellement aussi augmenter l'équipe de travail sur place. Merci beaucoup, Maarten. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Lowers, qui est agriculteur et qui va se présenter ainsi que son parcours. Merci, Thomas. Voilà, je réfléchis depuis au moins 1 heure ou 2 à ce que je pourrais bien apporter à ce sympathique débat, très intéressant. Et il se fait que, effectivement, j'ai repris une ferme en Ardennes il y a plus de 20 ans maintenant, en sortant des études d'agro. Et j'étais à l'époque féru d'écologie et très naturaliste, très amoureux de la nature dans le sens où j'ai toujours attaché beaucoup d'importance à cette relation, à ce qui nous fait vivre finalement. Et je ne me suis jamais senti séparé d'elle. Je pensais qu'effectivement, être paysan, c'était vivre dans la nature, de la nature. Et j'avais déjà posé un certain nombre de constats au cours donc des études d'agronomie, notamment le fait que l'agriculture industrielle qui a pris son essor dans nos régions il y a maintenant une 60aine d'années avait effectivement massacré une bonne partie de la biodiversité et transformé les paysages dans le sens d'une standardisation avec la concentration des terres et l'augmentation de la taille des parcelles qu'on a bien vu. Mais qui aussi avait fait baisser la qualité de l'alimentation de manière assez importante. On parle bien sûr beaucoup de la malnutrition qui fait baisser l'espérance de vie dans des pays qui sont encore plus industrialisés, enfin depuis plus longtemps que nous. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette agriculture industrielle n'est pas durable. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est basée sur l'exploitation d'énergies fossiles qui, comme vous le savez, s'épuisent. Et donc, puisqu'elle a une fin, on va pouvoir envisager qu'effectivement, l'atteinte de l'homme à la terre va bientôt avoir un terme, ce qui est, je trouve, très, très positif. Maintenant, la question, c'est évidemment qu'est-ce qu'on va manger à ce moment-là. Et c'est pour ça que je suis devenu paysan. Et je ne suis pas le seul. Voilà, je ne suis pas le seul à être engagé dans cette démarche de retour à la terre. Vous allez me dire, des retours à la terre, on en connaît depuis pas mal de temps, depuis que le mal-vivre en ville a chassé des gens vers la campagne régulièrement. Il se fait qu'aujourd'hui, je pense que nous pouvons quelque part bénéficier d'une démarche un peu plus pragmatique de retour à la terre. Et puisqu'il s'agit de parler du renouvellement des générations, à travers mon cas, on va peut-être sentir une forme d'illustration de ce pragmatisme. En réalité, quand j'ai repris la ferme, il y avait 20 hectares en exploitation avec 2 tracteurs, un troupeau laitier. Et donc pendant 10 ans, j'ai traité ces vaches et fait du fromage. Et
progressivement, je me suis rendu compte que finalement, d'une part, la rentabilité était assez évanescente, et que d'autre part, ce travail harassant ne rapportait que très peu et était finalement pas une manière de développer une qualité de vie en fait, de développer véritablement un art de vivre. Et je me suis rendu compte que je pouvais évidemment chasser des primes, ce qui était une façon d'augmenter cette rentabilité, mais que ça dépendait de facteurs qui étaient des facteurs politiques liés finalement à des négociations entre des lobbies et une Commission européenne pleine de bonnes intentions, mais avec le Conseil des ministres et le Parlement, on a bien vu ce que ça a donné à chaque réforme de la PAC. On va dire que le verdissement, pour moi, est une illusion dans la mesure où ça ne permet pas à la nature de retrouver sa place. Et en même temps, elle n'est pas durable non plus, puisqu'on le sait bien, les subsides finiront par être réorientés ou même carrément disparaître. Et donc, en écoutant José Bové, qui revenait d'une réunion au Parlement européen et qui disait qu'on savait bien que la politique agricole commune n'avait plus rien de commune, mais qu'en plus, de plus en plus, elle n'a plus rien de politique, fondamentalement. J'étais complètement, finalement, dégoûté à l'étude de la dernière réforme, celle de 2011-2014, et j'ai décidé d'arrêter de chasser ces primes en me disant, mais au fond, finalement, si je veux retrouver ma dignité, qu'est-ce que je peux faire d'alternatif? Je me suis dit, voilà, j'ai bien autre chose à valoriser que ma capacité à remplir des déclarations de superficie, même si j'étais payé 2 000 € de l'heure quand je remplissais bien mes papiers. Et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus important quand on est agriculteur? Qu'est-ce qu'on a de plus important? C'est peut-être bien nos savoir-faire. Et j'ai développé donc cette ferme-école dans le cadre de l'école paysanne indépendante, qui est une ASBL liée au mouvement d'action paysanne, de façon à pouvoir valoriser les savoir-faire dont je disposais depuis mon expérience d'agronome paysan, et de pouvoir en fait initier des néo-paysans au métier à travers une formation qu'on a intitulée « Formation à l'autonomie alimentaire » et qui a rencontré depuis lors pas mal de succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, beaucoup de gens cherchent la capacité de produire leur alimentation. Et si on regarde bien, la plupart de ces néo-paysans qui sont en régime, on va dire, d'installation progressive, n'ont pas en réalité un projet qu'on pourrait qualifier d'entrepreneurial. Ce n'est plus les entrepreneurs qui croyaient encore qu'effectivement on pouvait vivre de la production primaire. Jusqu'ici, ce sont des personnes qui, je pense, sont caractérisées par la recherche d'une autre relation à la terre, à la nature. Dans ce sens-là, ce sont plutôt des terriens que des modernes, si vous pouvez imaginer cette comparaison. Et leur recherche, comme l'était la mienne finalement depuis le début, il y a 20 ans, on va dire que c'est plutôt un projet de vie. C'est plutôt la recherche d'un art de vivre ou d'une relation avec la nature qui peut nous laisser envisager qu'effectivement le système alimentaire retrouve de sa durabilité, retrouve de sa résilience à travers la diversité et à travers les petites installations sur des petites fermes. Je pense que la biodiversité, puisque c'est quand même aussi un peu le thème de la journée ici, retrouvera sa place quand le travail des humains ressemblera à nouveau à celui des anciens. Vous savez, finalement, quand l'agriculture était encore durable, c'est-à-dire il y a un siècle d'ici, quasiment tout se faisait sans énergie fossile, à la main.
et avec des animaux en traction animale. Et à ce moment-là, la biodiversité était quelque part à son apogée dans nos régions. Il est possible qu'à travers ces nouveaux agriculteurs qui veulent retrouver un lien intime sur des petites surfaces, sur des tailles maîtrisables humaines d'exploitation, on puisse de nouveau envisager qu'effectivement la biodiversité réaugmente et qu'on puisse de nouveau être environné par toute cette richesse génétique. Voilà. Peut-être une autre question en une minute, non? Voilà. Moi, je pense qu'on doit te remercier pour cette présentation éclairante et pleine de vérité. Merci beaucoup, Thomas.